Salut les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, parce que j'avais envie de répondre aux très nombreux commentaires que j'ai reçus dans ma dernière vidéo consacrée à Leaving Neverland. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'y attendais pas. Je pensais pas que ma vidéo allait autant faire réagir, donc d'autant plus que j'étais au début plein de bonne volonté. Je me suis dit, voilà, je vais gérer un petit peu les commentaires, je vais supprimer les commentaires les plus insultants entre les fans, les non-fans, voilà, parce que je voulais quelque chose quand même d'assez assez posé. Et au final, j'ai vite laissé tomber finalement, parce qu'il y avait beaucoup trop de commentaires. J'ai pas pu tout gérer, quoi, tout simplement. Je pouvais pas. La dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'on était. La vidéo était à plus de 2000 commentaires, donc bon, non, là, clairement, j'ai laissé tomber, quoi. j'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc au final, il y en a beaucoup que je ne vois pas, finalement. Alors, j'en ai quand même parcouru pas mal, justement pour préparer cette vidéo, parce que, hormis les commentaires où vous êtes d'accord avec moi, où vous dites que la vidéo est bien, donc ça fait plaisir, hein, finalement, parce que voilà, ça me montre qu'il y a aussi des gens qui partagent mon point de vue, et en tout cas qui se questionnent sur ces deux personnes, Wade Robson et James F. Chuck. Mais il y a aussi pas mal de commentaires de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui l'expriment de manière plus ou moins virulente, on va dire, et en fait j'ai dégagé plusieurs tendances dans ces commentaires, plusieurs grands thèmes au final, et j'avais envie en fait d'y répondre, tout simplement, de m'octroyer un droit de réponse, quoi. La première chose, en fait, je voudrais quand même poser un cadre et dire que on parle quand même d'une personne qui n'a jamais été condamnée pour acte de pédophilie. Voilà, ça me paraissait quand même important de remettre ce cadre et de dire, vis-à-vis des personnes qui sous-entendent que moi ou d'autres fans soutenons un pédophile, quand on décortique un petit peu on va dire ces trois grandes affaires, hein, celle de 1993, l'affaire de 2005 et cette affaire posthume, si je puis dire, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont à la décharge de Michael Jackson. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'exprimer. Alors, j'avais fait une première vidéo il y a 2 ans où j'avais déjà abordé ce thème. Alors, c'est vrai que je l'avais fait de manière un petit peu légère, j'étais pas forcément rentré beaucoup dans les détails. Je pense que je le ferai prochainement. Je ferai certainement d'autres vidéos beaucoup plus argumentées, beaucoup plus complètes. Mais en tout cas, quand on décortique ces affaires, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont à la décharge de Michael Jackson, parce que bon, l'affaire de 1993, qui s'est soldée donc par le versement de plusieurs millions de dollars contre le retrait de la plainte. Donc effectivement, ça s'est soldé comme ça, mais ça a permis en fait de retirer la plainte au civil. Parce que dans le cheminement classique d'une plainte aux États-Unis, on a d'abord une plainte et un procès qui va se faire devant un tribunal pénal, qui sert donc à condamner la personne, éventuellement à de la prison, hein, si le jury le décide, si les preuves sont suffisantes. Et ensuite, une fois que la personne est condamnée, il y a le tribunal civil qui, lui, va déterminer le montant des dommages et intérêts. En 1993, le père du garçon, et en concertation avec ses avocats, évidemment, ont attaqué directement au civil, c'est-à-dire qu'ils ont directement cherché à obtenir des dommages et intérêts. Et quand ça s'est soldé par le versement de quelques millions de dollars contre le retrait de la plainte au civil, faut savoir que le document qui a été signé par Michael Jackson et par le père du garçon, déjà ce document était bien, dans le document était bien précisé que ce n'était en aucun cas un aveu de culpabilité de la part de Michael Jackson. Et ils ont signé tout ce document, donc ils étaient d'accord a priori avec les points qui étaient dans ce document. Mais il était aussi précisé que ce document permettait le retrait de la plainte au civil. Cependant, rien n'empêchait le garçon de témoigner dans un procès au pénal. Et le procureur Tom Sneddon
a dit « Ok, la plainte au civil, le dossier est classé, par contre maintenant on va quand même attaquer au pénal. » Et quand il est venu chercher le jeune garçon et son père, bien, il y a eu un refus. Ils n'ont pas voulu témoigner. Alors, moi personnellement, ça m'interpelle quand même. Je me dis, c'est bizarre. Hein. C'est-à-dire, un enfant qui est supposé avoir été abusé par une personne a la possibilité d'envoyer son agresseur en prison et ne le fait pas. Ne veut même pas témoigner contre lui. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc ça, c'est le premier point quand même que je voulais aborder. Ensuite, il y a l'affaire de 2005, donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire parce que ça s'est soldé par un acquittement de Michael Jackson, il a été reconnu non coupable. Alors aujourd'hui, évidemment, on remet en question le verdict de ce procès, parce qu'on dit, voilà, Wade Robson a témoigné tout en étant sous pression psychologique de la part de Michael Jackson, enfin du camp Jackson, si on peut dire. Et donc, voilà, il a témoigné en faveur de Michael tout en étant sous pression, donc ça remet en cause le verdict de 2005. Alors, ça c'est très réducteur parce que Michael Jackson a certes été acquitté en 2005, mais pas principalement grâce au témoignage de Wade Robson, pas du tout. D'ailleurs, Wade Robson a témoigné en 2005 parce que le procureur avait ressorti des témoins, des ex-employés de Neverland, qui avaient déclaré avoir vu certaines choses, et qui avaient au passage vendu leurs histoires aux tabloïds, parce que, je suis désolé, ça aussi c'est une réalité. Hein. Donc Wade Robson avait été cité, il y avait un ex-employé qui l'avait vu nu sous une douche avec Michael, et dans le jacuzzi aussi, je crois. Donc c'est pour ça que Wade Robson a témoigné. James F. Shock, lui d'ailleurs, n'a pas été cité par aucun ex-employé. Donc c'est pour ça que je disais dans la précédente vidéo que il n'y avait aucune raison de faire témoigner James F. Shock, il n'y avait aucune raison de l'appeler, et c'est pour ça que l'enquêteur Scott Ross, donc, qui a travaillé pour le camp Jackson, avait déclaré sur Twitter que non, Wade Robson n'avait pas du tout été contacté en 2005, il n'y avait aucune raison de le faire, parce qu'il n'avait pas été cité. Donc il n'y avait pas de raison de le faire. Wade Robson avait été cité, il a témoigné. Macaulay Culkin a été cité, il a témoigné. Donc il a dit que Michael ne l'avait jamais touché. Brett Barnes a été cité, donc il a témoigné en disant que Michael Jackson ne l'avait pas touché non plus. Mais James F. Shock n'a pas été cité. Donc quand aujourd'hui il vient dire « j'ai subi des pressions en 2005 pour témoigner », force est de constater qu'il y a des personnes proches du dossier qui disent « Ah non, on n'a jamais contacté James F. Shock ». Donc il y a quand même des contradictions, il y a quand même des personnes qui aujourd'hui remettent en cause ces éléments. Donc c'était aussi ça le but de la vidéo. Donc aujourd'hui il y a cette nouvelle affaire, enfin, je ne défends pas un pédophile, les fans de Michael Jackson ne défendent pas un pédophile, ils défendent la présomption d'innocence pour une personne qui n'a jamais été condamnée pour acte de pédophilie. Voilà. Alors c'est quelque chose que je souhaitais quand même préciser parce que c'est, je trouve, une attaque gratuite et qui n'a pas de fondement. Voilà. Alors ça c'est le grand classique dans les commentaires que j'ai pu lire, mais à aucun moment je n'ai dit dans la vidéo que c'était normal de dormir avec des enfants. Je vous mets au défi de trouver ça dans la vidéo consacrée à Living Neverland. Jamais, nulle part, je dis c'est normal de dormir avec des enfants. Alors, si par contre pour certains, le fait de dire attendez, avant de sortir les pics et les fourches, asseyez-vous un instant, regardez les éléments, regardez, il y a des contradictions, il y a des mensonges, parce que voilà, il y a des mensonges. Alors, le fait de dire ça, ça veut dire c'est normal de dormir avec des enfants. Putain, mais ça, c'est un raccourci de ouf. Vraiment, c'est un raccourci, quoi. Mais non, j'ai jamais dit ça. Alors après, pour répondre à la question, non, je trouve pas normal de dormir avec des enfants. Non, j'ai jamais dit que c'était normal, et personnellement, je ne trouve pas ça normal, donc non. Ce qui est certain, c'est que Michael Jackson était vu par ses proches, par sa famille, comme quelqu'un vivant dans son monde, voilà. Et dans son monde,
il le déclarait d'ailleurs lui-même, il ne voyait pas où était le mal de dormir dans la même chambre qu'un autre enfant, parce que lui estimait que il ne ferait jamais de mal à un enfant, donc il ne voyait pas où était le mal en fait. Et il s'agaçait du fait que quand on lui posait cette question, il y avait toujours une connotation pervers, chose que lui déclarait ne pas du tout avoir en tête. Voilà. Donc ça, c'est ses dires. C'est ce qu'il disait. Par contre, il y a une chose quand même, je trouve, qu'on ne parle certainement pas assez, c'est les parents. S'il y a des parents qui n'ont pas détecté chez Michael Jackson un comportement pervers, un comportement déviant, et qui n'ont pas jugé dangereux pour leur enfant de dormir dans la même chambre que Michael Jackson, on peut aussi se remettre à leur jugement. On peut aussi se dire, voilà, ce sont des parents qui ont côtoyé Michael Jackson, qui l'ont approché, qui l'ont bien connu. Et eux, qui l'ont bien connu, n'ont pas détecté chez Michael Jackson quelqu'un de potentiellement dangereux pour leur enfant. Donc, on peut aussi se remettre à leur jugement, à leur ressenti, et pas voir que ce soit les fans ou les non-fans. Nous, on regarde ça avec un regard extérieur. Mais les gens qui ont vu ça de l'intérieur, qui ont vécu ça de l'intérieur, et qui se sont dit « Ok, mon enfant veut dormir cette nuit dans la même chambre que Michael Jackson, je suis son parent, je l'autorise à le faire. » Alors, soit c'était tous des inconscients en série, on avait affaire à une série d'inconscients, soit encore une fois, ils n'ont pas détecté un comportement dangereux pour leur enfant. Je trouve pas ça normal de dormir avec des enfants, mais je me dis, s'il y a des parents qui se sont dit « Ok, tu peux le faire », peut-être que eux ont cerné quelque chose que nous, avec notre regard extérieur, on ne cerne pas. Non, alors, ça c'est un argument hyper facile en fait. C'est de dire, voilà, mais comme Michael Jackson, c'est une star, du coup, on peut pas y toucher. Alors, moi, personnellement, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Pas du tout. Enfin, pour moi, Michael Jackson, ça a jamais été quelqu'un d'intouchable. Par contre, s'il y a des rumeurs, s'il y a des accusations, je vais m'intéresser au profil des personnes, je vais m'intéresser à ce qui se dit lors des dépositions ou lors du documentaire pour ce cas-là. Je vais m'intéresser à ce qui se dit, je vais recouper les informations, puis je vais me dire, tiens, c'est bizarre, il y a des choses qu'il dit là, qu'il dit pas de la même manière ici, il y a des choses qu'il dit là, et là il dit différemment, c'est bizarre. Voilà, donc le fait de s'interroger et de mettre en avant les incohérences, c'est du bon sens. Alors, certains vont dire, voilà, vous faites ça parce que Michael Jackson est votre star et vous cherchez tout ce qui permet de le disculper. Bah oui, mais s'il y a des éléments qui permettent de le disculper, ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose d'indéfendable. Enfin, je veux dire, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des éléments qui font douter ou qui remettent en question certains points. Et je vois pas où est le problème de faire ça. Et ça veut pas dire pour autant que Michael Jackson est intouchable. Ça pour moi, c'est complètement dévier le débat, ça. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être, ce type de réflexion. Michael Jackson n'a jamais été intouchable pour moi. Je suis le premier à critiquer Michael Jackson. Par exemple, en 1993, moi, personnellement, je lui reproche de pas avoir eu... de ne pas s'être dit, voilà, il y a eu une première alerte. En plus, ça s'est soldé un peu bizarrement dans l'opinion publique avec le versement de cet argent. Donc, je pense qu'il a dû se rendre compte quand même du dégât que ça causait dans l'opinion publique. Moi, personnellement, je lui reproche de ne pas avoir eu ce jugement de dire, bon, je ne suis pas coupable, mais j'arrête, maintenant, je vais pas tendre le bâton pour me faire battre, donc j'arrête. Il n'a pas fait ça. Et moi, personnellement, je lui reproche ça, par exemple. Voilà, donc... je suis tout à fait à l'aise avec le fait de critiquer Michael dans certains de ses choix,
Alors que ce soit les choix artistiques, mais aussi ses choix dans son comportement, dans l'image publique qu'il renvoyait vis-à-vis de ses relations avec les enfants. Voilà, donc j'ai aucun problème avec ça, mais ça veut pas dire parce que Michael Jackson est une star, on ne peut pas y toucher. Là, je suis pas d'accord avec cet argument. Encore une fois, c'est dévier le débat, c'est botter en touche, voilà, et je trouve que c'est dommage parce que y a beaucoup de personnes qui du coup ne sont pas ouverts au débat, à l'échange, parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais non, mais c'est bon, tu dis ça parce que t'es fan, donc Michael Jackson il est intouchable, on peut pas y toucher, on peut rien dire. » Personnellement, je suis pas dans cette optique. Par contre, forcément, s'il y a ce type d'attaque, si moi j'ai connaissance de faits qui contrebalancent, je vais les donner. Je vais dire, non, attends, il y a quand même ça et ça. Alors si derrière on me dit oui, mais non, voilà, tu dis ça parce que Michael Jackson, est intouchable. Donc non, mais là c'est botter en touche et ce n'est pas accepter le débat, malheureusement. Mais il y en a beaucoup comme ça. Alors ça, pareil, c'est une manière de dénigrer la parole des fans, encore une fois, sans entrer dans le fond du débat. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire « Ouais, non, c'est bon, voilà, t'es fan, t'es aveugle, tu ne vois pas la réalité des choses. » Mais la réalité des choses, c'est qu'encore une fois, il y a des éléments qui tendent à montrer que Michael Jackson n'a pas fait telle ou telle chose. Donc, je veux dire, s'il y a bien des personnes qui peuvent critiquer durement Michael Jackson, c'est bien ses fans. Mais vraiment, honnêtement, je vous invite à aller sur les forums de discussion ou les groupes Facebook. Vous allez voir, mais vraiment, il y a des fans qui peuvent être très virulents envers Michael Jackson. Par contre, les fans sont aussi ceux qui se documentent le plus. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez des sites internet qui existent où les fans vont classer, archiver, mettre à disposition énormément d'informations. C'est assez fou, hein. Il y a certains sites qui sont très très complets à ce niveau-là. Donc, être aveugle, c'est ne rien voir. Après, je suis désolé, s'il y a bien des gens qui font un travail de recherche, qui vont chercher des détails, parce que souvent c'est dans les détails que se cachent les grandes incohérences, c'est bien les fans de Michael Jackson. Donc, ça encore une fois, c'est facile. Ça, c'est la facilité. C'est de dire, parce que tu es fan, tu ne veux pas voir la réalité. Mais non, parce que dans la réalité se cachent aussi des éléments qui défendent Michael Jackson. Et qui montrent qu'il y a de sérieux doutes sur les affaires de pédophilie. Alors ça, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, je sais, il y en a pas mal qui mettent des liens. Ah, mais va voir sur, je sais pas, Potin de Star. Il y a l'article qui montre qu'ils ont quand même retrouvé des choses en 2005, mais que ça n'a pas été montré, que ça a été caché, etc. Alors, je vous arrête tout de suite. Détenir des documents à caractère pédopornographique, c'est un délit aux États-Unis. Donc, même si Michael Jackson, par exemple, je prends le cas de 2005, même si on part du principe que Michael Jackson a été acquitté grâce au témoignage de Wade Robson, détenir des documents à caractère pédopornographique, c'est un délit. Donc il aurait été condamné pour ça. Il n'a pas été. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de documents à caractère pédophile qui ont été retrouvés dans les affaires de Michael Jackson. Arrêtez de me sortir vos liens vers tel ou tel site qui reprend lui-même un vieil article, par exemple du site Radar Online. Il y a beaucoup d'articles aussi qui démontent complètement ce dossier de Radar Online. Donc non, c'est un délit. C'est un délit. Et Michael Jackson n'a pas été condamné pour détention de documents à caractère pédopornographique. Donc une bonne fois pour toutes qu'on arrête avec cette rumeur. Alors, défendre l'indéfendable. On se base sur quoi en fait pour dire ça ?
Après, si vous voulez des chiffres, moi je vous donne des chiffres, hein. J'ai tout noté là. Si vous voulez le nombre de condamnations pour abus sexuels sur mineurs, 0. Vous voulez le nombre de preuves trouvées par le FBI pendant ses enquêtes, 0. Vous voulez le nombre de preuves trouvées par les services de l'enfance pendant plusieurs années, 0. Vous connaissez le nombre de grands jurys qui, au vu du dossier de Tom Snedden dans l'affaire de 93, ont refusé de lancer un procès au pénal? 2 grands jurys. Après avoir étudié le dossier, étudié les preuves de Snedden, avoir entendu les témoins, ils ont dit non, il n'y aura pas de condamnation possible, il n'y a rien, c'est vide, donc on refuse le dossier, on le rejette. Il y a eu 2 grands jurys qui ont refusé ça. Donc je trouve quand même que ça fait beaucoup de choses pour quelqu'un d'indéfendable. Après, je pense que beaucoup se basent sur une opinion personnelle sur Michael Jackson, ça on ne pourra pas la changer, mais une opinion personnelle ne fait pas des faits. Et les faits, ils sont là. Alors ça je trouve c'est une attaque hyper facile pour discréditer la vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de dire il y a 2 personnes aujourd'hui qui accusent Michael Jackson. Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce que ces personnes ont déclaré au tribunal? Qu'est-ce qu'elles déclarent dans le documentaire? On fait le recoupement des infos, on voit qu'il y a des incohérences. Donc je vais montrer ces incohérences. Je vais expliquer comment ces 2 présumées victimes ont essayé de défendre leur cas devant un tribunal. Alors pareil, il y a aussi des personnes qui me disaient « Ouais, mais c'est pas eux, c'est leurs avocats. » Un avocat, quand même, travaille toujours en concertation avec son client. Donc, bien que ce soit les avocats qui défendent le dossier auprès du tribunal, ils le font avec l'accord du client. Donc là non, pour moi, c'est pas un argument qui est recevable. Mais c'était ça le but de la vidéo. Tout simplement. Et il y a aussi un point que j'ai pas abordé dans cette vidéo, qui est un petit peu troublant, je trouve. Il y a un autre documentaire au festival Sundance qui a été diffusé, qui apparemment a l'air d'être aussi assez fort, percutant. C'est un documentaire sur Harvey Weinstein, qui, je le rappelle, en termes de victimes déclarées, on est très loin de Living Neverland. Je pense que Dan Reed, d'ailleurs, le réalisateur de Living Neverland, devait se dire voilà, peut-être qu'il va y avoir d'autres victimes qui vont se déclarer, on va peut-être avoir un effet domino, un effet boule de neige, il va y avoir d'autres personnes qui vont sortir de leur silence. Ah, pour l'instant, il n'y a personne. Donc, voilà. Donc, par rapport au mouvement MeToo, c'est pas du tout la même chose. Mais ce documentaire sur Harvey Weinstein, du coup, est passé complètement inaperçu. Complètement. C'est-à-dire qu'il a été occulté par Living Neverland. Et du coup, c'est facile, en fait, de taper sur Michael Jackson. On a tous les médias qui vont se mettre dessus, et ça permet de détourner l'attention sur un autre documentaire qui, apparemment, a l'air d'être quand même assez puissant également. Moi, je m'interroge aussi sur ça. Je m'interroge. Au-delà de la théorie du complot qu'on pourrait dire c'est facile, mais au-delà de ça, on est quand même sur un documentaire qui parle d'un homme qui a aussi abusé de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles, visiblement. Et il y a beaucoup de victimes. Et ce mouvement, enfin, cette affaire a été à l'origine d'un mouvement de très grande ampleur sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, le documentaire qui en parle, on n'en parle pas. Bon, en tout cas, voilà, je voulais juste répondre à ces grandes thématiques parce que ça me paraissait important de le faire et j'avais envie de le faire pour préciser un petit peu le fond de ma pensée et puis pour répondre un petit peu à tout le monde en même temps parce que c'est difficile encore une fois de répondre à tout le monde. Je pensais le faire mais là non, clairement je peux pas. Donc je voulais le faire en vidéo et donc voilà, c'est fait. Donc je voulais en profiter pour vous remercier des nombreux commentaires que j'ai reçus, beaucoup de gens qui me remercient pour cette vidéo, donc ça fait plaisir. Voilà, je voulais aussi vous remercier de ça.
En tout cas, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc, il y en aura sur les différentes affaires parce que je pense qu'il est temps quand même de remettre à plat certaines choses parce qu'il y a aussi beaucoup de fake news qui circulent dans les commentaires. Donc je vais faire d'autres vidéos pour parler des autres affaires et de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus factuelle. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.